Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, en fait, de l'effet de l'esprit sur le corps? Je ne sais pas si vous avez analysé un petit peu ces notions. Tout est lié. J'ai pu me remettre debout parce que je pense qu'il y a eu des modifications au niveau des autoroutes neuronales. Le corps a pu se remettre en mouvement parce que le cerveau a fait le job de son côté. Et parce que j'ai sollicité le cerveau pour qu'il fasse le job. C'est intrinsèquement lié, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, auparavant on dissociait le corps de l'esprit, le cerveau du corps, maintenant c'est absolument indissociable. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est lorsqu'on fait de la visualisation mentale. J'ai expérimenté la visualisation mentale et la visualisation motrice. En fin de compte, on associe souvent la visualisation mentale à l'auto-hypnose. L'auto-hypnose dans la recherche de la performance ou du bien-être, par exemple. La visualisation mentale, c'est une technique qui met en œuvre l'évocation d'images fixes ou animées, ou même de scènes qui sont propres à l'individu qui les utilise. C'est-à-dire que moi, je puisais dans mon propre corpus d'images issues de mon passé, de mon présent ou de ce que serait mon futur. Donc avec cette technique, on sollicite sa propre imagination, son intuition, en s'imposant des images intérieurement. En fait, je suis aux commandes et je décide de la nature des images que je souhaite visualiser. Par exemple, je travaillais sur l'image de ma charnière lombo-sacrée, sur le bas de mon dos, que j'arrivais à visualiser aussi bien de façon statique que de façon mobile. Et je me permets d'insister sur le fait que ces images, dans la visualisation mentale, doivent impérativement être positives et associées à des émotions agréables pour celui qui les produit. Ouais. L'objectif est vraiment d'impacter positivement son inconscient. Ouais. Et lorsqu'elle est bien maîtrisée, la visualisation mentale, elle va solliciter des capacités qui sont liées à la concentration, la focalisation, la mémorisation, mais aussi des capacités qui sont liées au raisonnement, à la résolution de problèmes ou même à la prise de décision. Et pour répondre à la question indirectement que vous avez posée précédemment, il a été démontré en fin de compte que le cerveau ne fait pas la différence entre une action motrice réelle et l'image mentale de cette action. Le processus, il est le même dans le cerveau. Par exemple, lorsque j'imaginais un mouvement de mes jambes, j'activais le système nerveux comme si j'effectuais le geste. Hmm. Donc le travail sur le mental, il façonne le cerveau en mettant en œuvre des phénomènes de plasticité neuronale. Et ce travail, il permet de progresser, d'avancer. Et en fin de compte, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il compense en partie le travail physique. Hmm. Et vous êtes à la recherche de ce qu'on appelle de sensations kinesthésiques, hein, de sensations de mouvement d'une partie du corps. Le prix à payer, c'est ce qu'on appelle le drill, c'est la répétition. Parce que pour obtenir des résultats, il faut être extrêmement régulier. Oui, justement. Et c'était une question. J'imagine que ça devait être extrêmement dur moralement et physiquement de toujours, toujours, toujours répéter et de garder sa motivation dans le temps. Et vous, comment vous avez réussi, en fait, finalement, parce que j'imagine que vous êtes passé par des moments qui étaient plus durs que d'autres, par des moments down. Comment vous avez réussi à toujours continuer à répéter les mêmes gestes, à vous motiver pour atteindre vos objectifs, donc qui étaient la marche dans un premier temps, et puis j'ai envie aussi d'en parler avec vous parce que c'est assez extraordinaire, et après vous remettre dans des sports extrêmes, puisque si je me trompe pas, vous avez traversé la Manche, vous avez fait des triathlons, et vous avez même battu un record du monde. La régularité, elle paye. Lorsque je travaillais sur la motricité de mes jambes, je faisais au minimum une séance par jour et en réalité, je faisais 3 séances quotidiennes. Chaque séance a duré à peu près entre 30 minutes et 1 heure. Et j'ai constaté les premiers résultats 2 mois plus tard. Parallèlement, ce que je faisais, alors que j'étais déjà debout, mais je n'arrivais pas à courir, je prends souvent l'exemple du marathon des Jeux Olympiques de Séoul en 88. C'était Bordin, c'est un Italien qui a gagné ce marathon en 2h10, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais enregistré sur mon magnétoscope à l'époque le marathon et je le regardais en boucle. C'est-à-dire que je me mettais mentalement à la place des coureurs du marathon. Mm. Et j'arrivais à libérer de la dopamine. C'est-à-dire que j'arrivais à me mettre dans un état qui permettait à mon cerveau de libérer de la dopamine. Effectivement, ça fait un peu magique quand on dit ça comme ça. C'est des jours, des semaines, des mois de travail.
Je vais être vraiment clair là-dessus, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas parce que j'ai regardé Bordine gagner le marathon des JO que je me suis dit, ben voilà, je vais libérer de la dopamine. Non, non, j'ai constaté le bien-être que me procurait ce visionnage répétitif. J'ai dû le visionner une centaine de fois, ce marathon de Séoul. Je le connais absolument par cœur. Je suis le spécialiste mondial du marathon du marathon de Séoul en 88. Et ce que je faisais, c'est que j'associais ce travail de visualisation motrice, je l'associais à un travail rythmique. Bah, effectivement, là, on pourrait en plus rentrer dans le détail, mais c'est voilà, parce qu'en fin de compte, la musique a aussi fait partie de ma vie et le rythme, le tempo, par exemple, d'un coureur de marathon, c'est un tempo qui est à peu près à 170, 180 pas par minute. À peu près. 170, 180, c'est du Paganini. Oui, c'est du Paganini. On est à peu près dans ces eaux-là, ou c'est du Vivaldi pour le classique. Et comment dirais-je, les musiques plus actuelles, on est plutôt sur de la techno, sur du hardcore gabber ou du Frenchcore. Ou de la Machina, où on a des BPM qui sont entre 150 et 190 pulsations par minute. Pourquoi je dis ça? Parce que la musique est rentrée dans ma vie aussi à ce moment-là, et j'ai énormément travaillé sur le rythme. D'ailleurs, c'est pas un hasard si lorsque j'étais debout, j'ai commencé à jouer de la musique, hein, j'ai joué du violon, et depuis quelques années, je fais de la musique électro, et je travaille principalement sur des tempos qui sont à 180. Donc, en fin de compte, je boucle, je fais la boucle avec tout ce qui s'est passé auparavant, puisque j'ai travaillé pendant des mois sur un tempo de 180, et ce tempo de 180, il est complètement, je dirais, absorbé par mon corps. Et maintenant, lorsque je crée des musiques, parce que je crée des musiques justement pour libérer de la dopamine, je travaille sur des tempos de 180.